En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu bois ton café ou que tu attends le bus, il y a des gens qui vivent exactement en dessous de toi. Pas dans un refuge, pas dans la rue, en dessous, dans des tunnels en béton, dans des stations de métro abandonnées, dans des canaux de drainage que le gouvernement a construits pour l'eau, mais que d'autres ont trouvé en premier. Et ce qu'ils ont construit là-dedans n'est pas ce que tu imagines. Sous le strip de Las Vegas, là où les touristes perdent des fortunes au blackjack, il existe une autre ville. Environ 1000 personnes vivent dans plus de 200 km de tunnels de contrôle des inondations. Ils ont construit des campements avec des meubles, des étagères, des télévisions qui fonctionnent. Certains ont des collections de plus de 100 livres. Les touristes qui marchent au-dessus d'eux n'en ont aucune idée. New York a sa propre version. Dans les années 90, les tunnels abandonnés sous Riverside Park abritaient des centaines de résidents. Le Freedom Tunnel est devenu célèbre parce qu'entre 50 et 100 personnes y vivaient, avec des trains Amtrak qui passaient littéralement à travers leurs chambres. Los Angeles a des populations souterraines, Chicago aussi, Washington, D.C. aussi. La plupart des villes refusent de les reconnaître officiellement. C'est difficile de compter des gens qui ont choisi de disparaître. Et voilà la question que cette vidéo tente de répondre, celle que la plupart des gens évitent parce que la réponse les met mal à l'aise. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre dans une obscurité permanente, dans le froid, dans le danger, alors qu'il existe des refuges, des programmes d'aide et des organisations de soutien? La réponse révèle tout ce qui ne va pas dans notre façon de traiter le problème du sans-abrisme. Et ce n'est pas ce que tu attends. Les refuges ont des règles, beaucoup. Couvre-feu, sobriété obligatoire et celle qui brise le plus de gens. Tu ne peux pas amener ton partenaire. Tu ne peux pas amener ton chien. Pour quelqu'un qui a déjà tout perdu, cet animal peut être la seule famille qui lui reste. Les tunnels ne posent aucune de ces questions. Mais le problème le plus grave n'est pas les règles, c'est la sécurité. Environ 40% des sans-abri dans la rue ont vécu un crime violent grave pendant leur sommeil. Passages à tabac, vols, des choses pires encore. Sous terre, tu es caché, tu es oublié et paradoxalement, ça te rend plus en sécurité. Un résident de Las Vegas a expliqué qu'il s'était installé dans les tunnels après que son campement en surface avait été évacué 14 fois en un an. 14! À chaque fois, les autorités confisquaient tout ce qu'il possédait. Sa tente, son sac de couchage, les photos de ses enfants. Après la 14e fois, il a simplement arrêté de jouer ce jeu. Et voici ce qui surprend le plus. Certains résidents des tunnels ont un emploi. Un vrai emploi. Ils pointent, font leur service et rentrent chez eux en marchant vers un tunnel de drainage parce qu'un studio coûte 2000 € par mois et qu'ils gagnent moins que ça. Leurs collègues n'en savent rien. Tu n'arrives pas dans un tunnel et tu choisis simplement un endroit. C'est une bonne façon de finir blessé. La plupart des nouveaux arrivants sont présentés par quelqu'un qui vit déjà là. Ce n'est pas de la charité. Cette personne se porte garante que tu ne vas pas causer de problème. Si tu en causes, c'est aussi sa responsabilité. Les meilleurs emplacements sont déjà pris. Les endroits avec un bon drainage, une ventilation adéquate et plusieurs sorties de secours ont été occupés depuis des années. Trouver un espace peut prendre des semaines à parcourir des tunnels obscurs et à tomber sur des impasses. Il y a une règle non écrite de l'immobilier souterrain. Tu n'installes jamais ton campement dans le champ de vision du campement de quelqu'un d'autre. C'est comme construire ta maison à 15 cm de la fenêtre de la chambre de ton voisin. Gênant et problème garanti, les vétérans deviennent tes professeurs. Ils t'apprennent quelle section se transforme en piège mortel quand il pleut. Ils te montrent quelles entrées la police surveille et lesquelles restent tranquilles. Certains tunnels nécessitent de ramper dans des espaces si étroits que tu deviens un ver humain pendant des centaines de mètres. C'est intentionnel. Ça filtre quiconque n'est pas vraiment désespéré. Et les communautés ont une structure. Les résidents de longue date deviennent des leaders informels, non par vote, mais par des années à être justes et à maintenir la paix. Il y a des zones familiales où les drogues ne sont pas tolérées. Il y a d'autres zones. Tout le monde sait lesquelles.
Chacun choisit son quartier selon la façon dont il veut vivre. La nourriture. Les poubelles des restaurants après la fermeture quand la nourriture est la plus fraîche et qu'il y a moins de monde. Les buffets des casinos de Las Vegas jettent des centaines de kilos de nourriture intacte chaque nuit. Des côtes de bœuf, des crevettes, des pâtes qui n'ont jamais touché une assiette. Les résidents ont parfaitement minuté le moment où chaque casino vide sa ligne de buffet. L'eau, toilettes publiques, fontaines dans les parcs, lavabos de stations-service. Ils remplissent des bidons et les transportent sous terre, calculant chaque trajet parce que personne ne veut remonter plus que nécessaire. Beaucoup de résidents ont des cartes d'aide alimentaire. Ils font leurs courses en supermarché, comme n'importe qui. Ils prennent des périssables et les consomment rapidement avant qu'ils ne se gâtent. Lumière et électricité. Certains se branchent directement sur des boîtiers de distribution électrique avec des rallonges. Est-ce dangereux? Absolument. Est-ce que ça marche la plupart du temps? Aussi. Les bougies et les lanternes à piles sont courantes, mais les vétérans savent quelque chose de crucial. Les flammes nues consomment de l'oxygène. Dans les sections mal ventilées, cette bougie qui te tient compagnie peut silencieusement t'asphyxier. Et ceci surprend vraiment. Beaucoup de résidents des tunnels ont des smartphones. Ils les rechargent dans les bibliothèques, chez McDonald's, dans n'importe quel endroit avec une prise lors de leurs visites en surface. Ils restent en contact avec leur famille. Ils vérifient les prévisions météo. Ils postulent même à des emplois. Tout ça depuis sous terre. Certaines sections de tunnels près des propriétés de casinos captent accidentellement des signaux Wi-Fi. Des résidents qui naviguent sur Internet depuis sous le strip de Las Vegas. L'ironie s'écrit d'elle-même. Les tunnels d'inondation de Las Vegas peuvent passer de complètement secs à transporter 1,5 mètre d'eau en mouvement en moins de 10 minutes. Pas 1 heure, 10 minutes. Pendant la saison des moussons, les tempêtes déversent des mois de pluie en un seul après-midi. Le désert ne peut pas l'absorber. Toute cette eau va directement dans le système de tunnels où les gens dorment. Les crues soudaines ont tué plusieurs résidents. Certains n'ont pas entendu les avertissements. D'autres n'ont pas pu se déplacer assez vite. Les survivants décrivent quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Avant de voir l'inondation, tu l'entends. Un grondement profond qui résonne dans le béton, de plus en plus fort à chaque seconde. Ils disent qu'une fois que tu as entendu ce son, il ne te quitte plus jamais. C'est pourquoi les vétérans deviennent des météorologues amateurs. Ils surveillent les applications météo de façon obsessionnelle. Au premier signe de nuages d'orage, ils remontent. Ils attendent des heures en surface jusqu'à ce que tout soit dégagé avant de redescendre. Après une inondation majeure, les travailleurs sociaux trouvent des campements éparpillés sur des kilomètres, des matelas coincés dans des grilles, des livres flottant dans des canaux de drainage, des photos personnelles collées à des murs à un demi-kilomètre de là où elles avaient commencé. Et parfois, ils trouvent des personnes. Les maladies aussi prélèvent leur tribut. Imagine respirer des spores de moisissure, de la poussière de béton et de l'air stagnant chaque jour pendant des années. Les infections respiratoires se propagent dans ces communautés, comme des rumeurs dans une réunion de famille. Une cheville tordue en surface, tu vas aux urgences. Sous terre, la même blessure peut t'immobiliser pendant des jours ou des semaines. Personne ne vient vérifier comment tu vas. Mythe numéro 1. Ils vivent dans des égouts. Vérité, personne ne vit dans des tuyaux d'évacuation. Les résidents choisissent spécifiquement des couloirs utilitaires secs, des stations de métro abandonnées et des canaux pluviaux qui ne s'inondent que lors de pluies sévères. Ils sont sélectifs avec leur immobilier. Mythe numéro 2. Ce sont des personnes dangereuses. Vérité, les communautés souterraines ont leur propre système d'ordre. Voler ton voisin, apporter de la violence dans une section tranquille, et tu es dehors. Ton espace est donné à quelqu'un d'autre avant que tu aies fini de faire tes valises. Mythe numéro 3. Ils ont choisi ça parce qu'ils ne veulent pas travailler. Vérité, certains ont un emploi. La plupart sont arrivés là après des crises financières médicales,
des divorces, une perte d'emploi pendant une récession. Une mauvaise année qui s'est transformée en 7. La personne moyenne dans les tunnels est sans abri depuis plus de 7 ans avant de descendre. Mythe numéro 4, c'est facile de les en sortir. Vérité, quand les autorités évacuent un campement de tunnels, les résidents reviennent généralement en quelques jours. Parfois la même semaine. Ils connaissent cet endroit mieux que n'importe quel policier. Vivre sous terre ne détruit pas seulement ton corps, ça recable ton cerveau. La lumière du soleil n'est pas seulement de la chaleur. Elle active la production de sérotonine, le produit chimique du bien-être. Prive quelqu'un de ça pendant des mois ou des années, et les taux de dépression parmi les résidents des tunnels sont bien plus élevés que ceux des gens qui dorment dans la rue. Et c'est dire quelque chose, parce que la vie dans la rue est déjà brutale pour la santé mentale. L'hypervigilance est un autre effet. Chaque son compte sous terre. Des pas pourraient être un ami ou une menace ou de l'eau qui approche. Ton cerveau reste en mode survie constant. Des chercheurs qui ont comparé des résidents de tunnels à des vétérans de combat ont trouvé des réponses au stress étonnamment similaires. La même alerte chronique, la même incapacité à vraiment se détendre. Et voici quelque chose que personne n'attend. Certains résidents, de longue date, développent de l'agoraphobie après des années dans l'enfermement obscur. Le ciel ouvert provoque littéralement des crises de panique. La liberté même dont ils ont besoin pour partir devient terrifiante. Sans lever du soleil, sans coucher de soleil, sans saison ni horaire, le temps se brouille. Les chercheurs qui documentent ces communautés ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Beaucoup de résidents de longue date ne peuvent pas se souvenir clairement d'événements survenus des années auparavant. Les souvenirs s'empilent les uns sur les autres, indiscernables. Partir semble simple. Il suffit de remonter et de rejoindre la société. Mais quitter les tunnels signifie résoudre le logement, les revenus, l'identification et souvent la dépendance tout en même temps. C'est comme jongler avec des tronçonneuses allumées en faisant du monocycle les yeux bandés. Et voici le retournement que personne n'anticipe. Certains résidents ont reçu des offres de logement plusieurs fois. Et ils les ont refusés, non pas parce qu'ils sont brisés, parce qu'ils ont construit quelque chose là-dedans. Une communauté, une amitié, une sorte de famille souterraine qu'ils refusent d'abandonner. Un homme a dit à un travailleur social qu'il préférait mourir dans les tunnels plutôt que d'abandonner son voisin qui ne pouvait plus marcher. C'est un niveau de loyauté que la plupart des gens en surface ne peuvent pas comprendre. Ce qui fonctionne vraiment, ce sont les programmes de logement transitoire qui permettent aux gens de se réadapter lentement sur plusieurs mois, sans le choc soudain de la vie normale. Juste des étapes de progressives vers la lumière du jour. Mais ça demande du temps, de la patience et des travailleurs sociaux prêts à descendre, littéralement, au niveau des personnes qu'ils veulent aider. Il y a une civilisation entière qui fonctionne sous nos pieds en ce moment. Des personnes avec une histoire, avec des relations, avec des systèmes d'ordre qui fonctionnent, qui ont résolu avec ingéniosité les problèmes les plus fondamentaux de la survie humaine, dans des conditions que la plupart ne survivraient pas une seule nuit. Ils n'ont pas choisi le bas de la société. Ils ont choisi le seul endroit où ils pouvaient avoir une porte, même si cette porte est une feuille de contreplaqué entre des murs en béton. Et la question que nous devrions nous poser n'est pas comment les en sortir. La question est, quel genre de surface avons-nous construit pour que le fond soit devenu une meilleure option?